commencer par les différences, on va commencer déjà par les points communs. Le point commun, c'est que je suis derrière les deux lignes. Parfumerie générale reste parfumerie générale. Je pense qu'il y a deux esthétiques qui vont vivre en parallèle. 8e art me donne la possibilité de donner plus d'espace à ma créativité. Je ne peux pas sortir des parfums continuellement ou tous les 6 mois sous la marque Parfumerie Générale, et Dieu sait que j'en aurais envie, mais il y a des contraintes commerciales qui font que le réseau commercial n'est pas prêt à absorber beaucoup de références. Donc c'était une occasion pour moi de donner de l'espace à mes créations, et de donner un nouveau berceau. Je pense que les gens qui vont découvrir ou qui viennent de découvrir 8e art se rendent compte qu'il y a forcément une ligne rouge entre les créations de Parfumerie Générale et les créations de 8e art. Cette ligne rouge, c'est simplement ma sensibilité artistique. Mais c'est tout à fait normal. Il y a beaucoup de différences dans la mesure où mon style change. Depuis 2002, date de la première création chez Parfumerie Générale jusqu'à maintenant. 8 années se sont écoulées. Mes goûts personnels ont changé, j'ai changé aussi. Et je ne pense pas que si je formulais en ce moment, je recréerais peut-être Musc Maori ou Cure Venom de la même façon. Peut-être que je ne les créerais même pas. J'aspire à autre chose et j'ai envie d'autre chose. 8e art me permet de m'exprimer dans cette façon-là. La différence principale entre les deux, c'est que vous savez que j'ai toujours eu un faible pour les expérimentations et pour essayer d'ouvrir des nouvelles voies ou d'explorer des pistes encore un peu obscures dans le métier de formulateur. Avec 8e art, j'ai eu la possibilité de tester des matières premières qui arrivent sur le marché petit à petit, puisque les gens me connaissent à travers PG comme un géo-trouve-tout peut-être, et je reçois, ce qui est très agréable, des matières premières de façon hebdomadaire, des nouvelles matières premières, de très gros fournisseurs, de très grosses maisons, de plus petites. Et en fait, l'envie et le besoin de créer une nouvelle ligne s'est imposé au fur et à mesure que je recevais des nouveaux ingrédients qui me permettaient d'aller dans des directions que je n'avais pas explorées avec Parfumerie Générale, et surtout, qui, je pense, n'auraient abouti à des jus qui n'avaient pas leur place au sein de PG, parce que le style est trop différent. Donc je pense que les personnes qui me suivent chez Parfumerie Générale auraient pensé que je changeais complètement de style, ce qui n'est pas le cas. C'est juste que, voilà, c'est complémentaire. Ce sont deux lignes qui sont en totale résonance, à mon sens. Mais je pense qu'il l'est déjà. C'est déjà à propos du nom. Ce qui se passe, c'est que on milite tous, en fait, tous là dans le salon, tous mes confrères, les entreprises concurrentes, les parfumeurs amis ou ennemis. On se bat tous pour élever le débat et pour revendiquer le fait que la parfumerie au sens large est une discipline artistique. Et pourquoi pas la 8e? Vous savez qu'il n'y a pas de lutte pour la 8e place, mais c'est un peu brouillon parce qu'il y a certaines personnes qui disent que c'est la classification officielle, entre guillemets, s'arrête au 7e art, le cinéma. Bon, moi je rejoins l'avis de quelqu'un que j'estime beaucoup et que j'apprécie énormément, c'est Octavien Coiffon, que je qualifie volontairement de critique parce que je pense que c'est une des personnes les plus légitimes dans le métier à pouvoir revendiquer le titre de critique, de par son érudition, sa connaissance, son regard aussi qu'il a sur tout le métier et sur les parfumeurs aussi. Il a toujours prétendu que le parfum était le 8e art. C'est un postulat et qui est marqué sur son site. Et moi j'ai simplement embrassé cette idée, ce manifeste, et je l'ai concrétisé, institutionnalisé par un processus industriel qui est la création d'une nouvelle maison et d'une nouvelle société. Donc j'appuie simplement cette démarche, mais c'est pour le métier, c'est pas seulement pour moi. Alors effectivement, j'ai le courage de le faire. Mais moi je suis convaincu que la parfumerie est une discipline artistique. Il y a des œuvres, toute chose qui est faite avec le cœur, la tête et la main est une discipline artistique. Après, toutes les œuvres ne se valent pas. Donc ça serait prétentieux de dire oui, ça c'est de l'art, ça c'en est pas. Je pense que la création d'un parfum est une quête du beau et la quête d'une émotion. Pour moi, l'art, c'est ça, c'est créer une émotion chez autrui. Donc, le parfum, c'est une discipline artistique, point. Et puis qu'il soit vendu chez Sephora, chez Douglas ou dans des boutiques confidentielles, c'est pas grave. L'idée, c'est de faire quelque chose de joli qui crée une émotion, pas simplement de vendre des concepts ou des sambons. C'est ça qu'il faut absolument combattre. Mais
Après, la différenciation, je ne la cerne pas. Dès l'instant où on a de l'originalité, de la sincérité, je pense qu'on tient une œuvre d'art. Après, il y a différents niveaux de qualité, effectivement. En fait, photographie olfactive, c'est pour expliquer ce qu'on a voulu faire. C'est pas une technique en soi. Hein. On n'a pas inventé un appareil qui va capturer. Il y a déjà des choses qui s'appellent les heat space et qui permettent de capturer des odeurs. Donc ce n'est pas ça du tout. L'idée de photographie olfactive, c'est d'essayer de coller au plus juste au naturel sur des ingrédients, sur des constituants qui étaient jusqu'alors totalement muets pour le parfumeur. Par exemple, dans un parfum comme Ciel d'airain. Ciel d'airain est une composition sur le thème du poirier. C'est-à-dire qu'on a essayé de reproduire le même travail sur le poirier qui a été fait par des maisons comme l'artisan parfumeur Diptyque sur le thème du figuier. Donc, ce qui a permis de créer des notes figues, ce sont l'arrivée de molécules comme la stémone, des choses comme ça qui vont donner ces effets feuilles de figuier, bois de figuier. On a simplement essayé de faire la même chose ici sur le thème du poirier. Comment c'est possible? Puisqu'il n'y a pas d'extraction naturelle possible, il n'y a jusqu'à présent, du poirier, ou de la poire, plutôt du fruit. Donc on est obligé de passer par des molécules de synthèse qui sont plus ou moins approchantes, ressemblantes, mais qui n'ont pas la finesse, la délicatesse du fruit. Donc ces parfums sont construits avec, d'une part, l'accord synthétique traditionnel qu'on a essayé de pousser jusqu'à son raffinement ultime, et ces molécules, poire, cassis, mangue, sont ensuite enveloppées avec des nouvelles extractions de fruits frais, qui vont permettre de redonner l'âme du fruit, sa naturalité. Et on se retrouve avec une composition qui évoque vraiment le fruit frais, mais dans toute l'expression de toute sa précision naturelle. Voilà. Okay. So, Manguier métis, on le présente comme une métaphore boisée, et c'est vrai. Contrairement à Ciel d'airain, où on travaillait vraiment sur l'aspect poirier avec l'expression à travers le fruit frais, la feuille, puis le bois de poirier, sur le manguier, on a un peu travaillé de la même façon, on s'est plus concentré sur le bois que sur le fruit. Le fruit vient nous aider à retranscrire la finesse de l'aubier du manguier, c'est-à-dire ce qu'il y a sous l'écorce. C'est un mélange, c'est une odeur qui est presque un peu solvantée, avec des légères inflexions de térébenthine et de mangue. Donc on a utilisé des extractions de mangue pour redonner cette facette un petit peu fruitée, épicée, entre pêche et avec des notes un peu pêche, blanche, abricot, poivré aussi quelque part, un peu bérose mais en très fine proportion. Et l'idée c'est que on a un bois qui devient donc du coup très liquoreux, puisqu'on a un fruit et qui est associé à un sucre très exotique et très solaire qui est la fleur de frangipanier. On a une fleur blanche qui est ultra diffusante, très sucrée, un peu même crémeuse, laiteuse par certains aspects de son évolution. Et puis au milieu, une charnière olfactive autour des feuilles de thé noir, des feuilles froissées de thé noir, donc qui viennent servir de jonction entre l'écorce du bois, avec ses tonalités un petit peu aromatiques, fruitées, épicées, et puis une fleur qui est très capiteuse, très goûtue, charnue et un peu sucrée.